湧き上がってくる衝動。俺の中に何か凶暴なやつがたぎってくる。委ねろ。全てを委ねろ。これは俺の。Les gars, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais aujourd'hui on se retrouve pour la review du, ou plutôt des nouveaux chapitres de Berserk, les 365 et 366. En effet, le studio Gaga ont l'air de nous avoir respectés pour ce retour magistral et nous propose ainsi non pas un, mais bien 2 nouveaux chapitres. Ces chapitres sont en revanche plus courts. En effet, ils comptabilisent une trentaine de pages pour les deux réunis, ce qui équivaut environ à un chapitre classique, et cela me rassure vraiment quant à la qualité de la retranscription. Donc dans cette vidéo, on va d'abord revenir sur les informations importantes de ces 2 chapitres et sur ce qui se passe dans chacun d'eux, et ensuite, j'essaierai de vous proposer une analyse détaillée de ces fameux chapitres. Avant tout, je tiens à vous dire 2 choses. D'abord, j'ai fait le maximum pour vous sortir la vidéo au plus vite, donc j'espère tout de même qu'elle vous plaira. Ensuite, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre accueil sur YouTube. En moins d'1 mois, on est déjà presque 1000 et chaque vidéo est plus vue que la précédente, et franchement, je pouvais pas rêver mieux, donc merci. Pour commencer, on va parler de la forme avant de rentrer dans le fond. Si des gens redoutaient une baisse de qualité au niveau des dessins du manga, les apprentis du maître prouvent une nouvelle fois qu'ils sont évidemment dignes de la tâche qui leur incombe. On reconnaît donc bien le style et le découpage de Berserk, mais avec un style propre qui diffère légèrement de celui de Miura, notamment au niveau des visages qui tendent à se rapprocher du style de Duranki. On voit clairement que le studio Gaga ne tente pas de reproduire, mais qu'il possède réellement ce style inculqué par l'auteur. Ceci étant dit, parlons du contenu des 2 chapitres. Le chapitre 364 nous avait laissé le cœur gros sur l'un des plus grands cliffhangers de l'histoire du manga, et en prédire la suite nous était doublement impossible étant donné que le manga se concluait en même temps que la vie de son auteur. Mais Berserk est bel et bien de retour, bravant la mort de son père pour nous délivrer le reste de son essence. Ainsi, nous voilà rendus au chapitre 365, intitulé « L'accalmie d'une lune décroissante », et il est intéressant de déjà s'arrêter sur ce titre. En effet, une accalmie est définie comme un moment de calme provisoire après l'agitation. Ce calme fait ainsi écho aux événements ayant précédé la venue du Faucon sur l'île des Elfes et plus largement l'état global du monde de Berserk avant la bulle de paix découverte avec Elfheim. La lune décroissante, quant à elle, apparaît lorsque l'angle de la lune par rapport au soleil commence à diminuer, passant de la pleine lune à la lune noire. Cette référence va servir à accentuer la suite des événements et fait référence à la transformation soudaine de l'enfant de la lune en Griffith, l'un des êtres les plus ténébreux du manga. Le chapitre s'ouvre sur Puck. Volant au-dessus de l'île, il est soudain pris d'une sensation particulière. Cette sensation va être commune à tous les êtres vivants de l'île, sentant que quelque chose ou quelqu'un venant de l'extérieur est finalement caractérisé comme une entité terrifiante. Avant d'aller plus loin, et pour vous replacer dans le contexte, plusieurs jours de pleine lune se sont ainsi écoulés en dehors de l'île des Elfes, et le dernier soir de pleine lune, Casca est réveillée par un genre de cauchemar. En se levant, elle voit Guts dehors, debout derrière l'enfant de la lune, assis. La suite, nous la connaissons. Cet enfant va se changer en Griffith et expliquera que les nuits de pleine lune comme celle-ci, le faucon rêvait qu'il était un enfant, capable de ressentir une chaleur familière. Ce rêve n'en est en réalité pas un, et pourrait s'apparenter à une manifestation de son inconscient qui partagerait son existence avec le rejeton de l'éclipse, enfant maudit de Guts et Casca, par Femto. Cet enfant a été utile à la réincarnation de Griffith à la tour de l'abbaye de l'Albion lors du sacrifice de l'œuf du monde parfait. Cet événement est lui aussi capital dans le récit du manga et mériterait une vidéo à part, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, cet enfant maudit a toujours été pris d'affection pour ses 2 parents, et les a sauvés de nombreuses fois en commandant aux démons, notamment lorsque Casca était en danger. Il semble être d'une nature pure, tout démon soit-il. C'est pour ça que l'enfant de la lune a pu entrer sur l'île des Elfes. Danan dit même dans le chapitre 364 que son odé est si pure qu'elle ressemble à celle d'une fée, et que la volonté de l'île l'a guidé jusqu'ici. Voilà pour le contexte. Maintenant, le loup est dans la bergerie et tout peut arriver. Le seul regard de Casca sur Griffith suffit à raviver ses plus grands traumatismes et sa marque du sacrifice se met à saigner abondamment. Le fait que des souvenirs de la période où Casca était encore Hélène lui reviennent est très important étant donné que cela confirme que Casca ne choisira donc certainement jamais le camp de Griffith, comme certains le pensaient. Si on reprend donc les paroles du Skull Knight qui présentait à Guts le fait qu'elle n'espérait pas forcément la même chose que lui, on imagine alors qu'au terme de ce chaos, Casca choisira donc de quitter Guts sans pour autant aller vers Griffith, assumant pleinement le rôle de femme forte et de guerrière à la recherche d'émancipation qui lui a été attribué. Son hurlement, combiné à la vision de Guts, fait entrer ce dernier dans une colère noire. Le berserker s'élance ensuite sur Griffith, le visage déformé par la rage. D'ailleurs, la dernière planche du chapitre montre l'œil unique de Guts, luisant, et le reste de son visage entièrement noir. Il est utile de noter comme événement important dans ce chapitre que Shirk s'est retrouvé propulsé dans sa forme astrale
et la raison à ça est donnée dans le chapitre suivant. Voilà pour ce premier chapitre. Il est court mais intense, et on voit bien que seuls les souvenirs exacts ont été conservés. Heureusement, on a direct le second chapitre et on va pouvoir en apprendre un peu plus parce que jusque-là, c'était prévisible. On s'attendait bien à ce que Guts ne fasse pas un gros câlin à Griffith. Le chapitre 366 est selon moi le plus intéressant des deux, puisqu'il offre des pistes de réflexion concernant la conclusion proche de l'arc de l'île des Elfes. Intitulé L'œil du Maelstrom, on pourrait s'attarder sur le choix de ce titre, mais on va garder ça pour la suite. On retrouve donc Guts là où on l'a laissé à la page précédente, se jetant à corps perdu sur Griffith, abattant la tueuse de dragons sur son ancien compagnon. Et comme certains l'auraient peut-être deviné, il se passe rien. L'épée de Guts traverse Griffith de part en part une première fois, puis une deuxième. Le faucon se retourne alors vers Guts et semble lui sourire. Et je ne sais pas vraiment si on peut traduire cela par de la moquerie, de l'empathie, ou plutôt de la neutralité saupoudrée d'un grand « je le savais, regarde comme t'es nul comparé à moi ». Guts va naturellement péter un câble et s'acharner en hurlant sur cette silhouette qui semble être la forme astrale de Griffith, et vous allez voir que cette hypothèse ne tient pas la route. Retour sur Shirk qui se retrouve elle dans le monde astral. Elle entrevoit quelque chose de loin qui semble l'attirer vers elle, et ce quelque chose c'est Griffith. Ou plutôt la forme astrale de Griffith. Cette dernière est en train de passer du blanc au noir, ce qui concorde avec le déclin de la pleine lune vers la lune noire. La petite sorcière va dans un premier temps s'interroger sur la nature de cette entité. Elle semble même avoir une idée de quoi il s'agit, sûrement grâce à ce qu'elle a vu dans le rêve de Casca. Elle reconnaît probablement l'odé maléfique de Griffith. Farnèse va la rejoindre directement dans sa forme astrale et lui dire de ne surtout pas s'en approcher. Shirk va finalement reconnaître ce qu'elle croyait avoir devant les yeux, non pas Griffith, mais un Maelstrom. Le Maelstrom est défini par cette dernière comme une force qui attire et avale tout ce qui l'entoure, y compris les deux sorcières. Selon Wikipédia, un Maelstrom est en réalité un puissant tourbillon qui se forme d'une étendue d'eau. Il peut être créé par un courant de marée ou par le courant d'un fleuve. La puissance des tourbillons des marées tend à être exagérée, jusqu'à prendre des proportions mythiques d'entonnoirs dont aucun bateau ne pourrait sortir. Et c'est intéressant de voir ici un concept proposé par Miura lui-même. En effet, l'auteur a utilisé dans Berserk un ensemble de mythes et de légendes existant dans les différentes cultures de l'humanité, comme une quête de sens qui les réunit tous. Ce n'est donc pas surprenant de voir un concept tel que le Maelstrom mentionné ici. En liant leurs esprits, Shirk et Farnèse parviennent à regagner leur corps, et cet élément pourrait s'avérer très utile pour la suite. Les deux sorcières possèdent visiblement un moyen de défense contre ce pouvoir d'attraction, et pourraient pourquoi pas en sauver Guts dans le futur, lui qui a tendance à être possédé par son armure. Ce dernier semble d'ailleurs épuisé de chasser le fantôme qui se tient devant lui, quand tout à coup, Puck sent une nouvelle entité arriver. J'aime d'ailleurs assez le traitement qui est donné à Puck, sa capacité à sentir le danger arriver, même lorsqu'il est caché au fin fond du monde astral. Ce danger, c'est Zod, qui semble arriver depuis les branches du nouvel arbre monde, véritable portail du monde astral vers le monde physique. Le démon immortel fend le ciel en un éclair, et la surprise de Puck sert à nous montrer le caractère anormal de la situation. Un démon et un God Hand sur l'île des Elfes, île qui ne se montre et ne laisse entrer que les êtres dont l'odé est pure. On peut donc supposer que l'arbre-monde y est pour beaucoup et qu'il a permis à Zod, combiné à la force du Maelstrom produite par Griffith, d'être attiré jusqu'à l'île. Mais alors, si Zod a su rallier le continent de cette terre, c'est la porte ouverte à tout le chaos et au reste du pandémonium. Un torrent de ténèbres s'engouffre dans le fossé créé sur l'île des Elfes. Et on peut alors entrevoir plusieurs destins pour la fin de cet arc. La notion de Maelstrom a bouleversé les événements, et avec ce dernier lieu de paix en proie aux griffes du mal, Guts et sa bande ne sont plus à l'abri nulle part. L'île est bien défendue, certes, et constitue une bonne résistance contre l'armée de Griffith. Si certains envisageaient la formation d'une sorte de coalition pour combattre les forces du mal, ces deux chapitres ont rebattu les cartes. Personnellement, je vois mal un nouveau sacrifice pour échapper aux démons, comme on a pu le voir avec Flora dans la forêt du tome 24. Je vois difficilement le roi des elfes se sacrifier comme la sorcière l'a fait, mais d'un autre côté, je ne le vois pas non plus repousser le bordel qui arrive. De plus, il faut aussi se dire que le Skull Knight est toujours sur l'île, et je sens qu'on va rapidement en apprendre beaucoup plus sur lui, puisque dans le dernier chapitre de son apparition, le 363, il parlait de ses lointains jours de mortel, et annonçait être un présage de mort. C'est d'ailleurs dans ce même chapitre qu'on voyait le souvenir provoqué par le forgeron de l'éclipse du Skull Knight à travers les yeux de Guts. Et comme j'aime pas trop faire des théories foireuses sur l'avenir de mon manga préféré, on verra bien dans le prochain chapitre. Voilà, c'est tout pour cette double review des chapitres 365 et 366 de Berserk.
J'espère que ces 2 chapitres vous ont fait kiffer et que le retour de Berserk va mettre encore plus la lumière sur ce merveilleux manga. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours et à partager la vidéo si vous l'avez aimé. J'essaierai d'en faire d'autres si ça vous plaît, et en attendant, je vous fais des bisous. Ah oui, et aussi, je suis en live 3 fois par semaine sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer nous faire un coucou. L'ambiance est excellente, on parle de tout et de rien. D'ailleurs, pendant que je vous raconte tout ça, vous avez le programme qui s'affiche avec les horaires et les jours de stream. Donc voilà, merci à vous.